La vague désolante de Covid-19 a fait son lot de malheureux, réduisant par centaines de milliers la population mondiale. Aux abois, les gouvernements se sont lancés désespérément dans une quête impérieuse de solutions urgentes pour répondre à ce grand mal. Plus fort de la tourmente, les pas sur cette voie de la guérison ont été épars, allant pour la plupart en rangs dispersés. Les premiers échos de salut retentissent au sud. Fait étrange, le monde n'est pas prêt à accepter cet envers, habitué qu'il est à tourner côté nord. Madagascar paie le prix de cet affront. Le traitement proposé est boudé par ceux qui adoubent et qui bannissent. L'alerte est donnée tout de même, le Nord doit réagir. Il y va de son honneur et de sa suprématie. Alors l'une après l'autre, les solutions sortent des éprouvettes et remplissent les flacons. Les premières seringues et les premières piqûres estampillées Occident constituent la riposte. Les doses d'ici sont pour les enfants d'ici. Chez les autres, la mort attendra. La vie reste en suspens. Cet ailleurs justement reste dans cette position d'attente. Plus malade de sa paresse que de cette grippe de malheur, nous sommes en Afrique, où on attend tout presque, où le sauveur n'est jamais de couleur ébène, pas plus que le salut proposé. Et c'est bien là le véritable souci de cette terre aux mille merveilles, matérielles mais aussi humaines. À l'opposé des ressources surexploitées, la matière humaine pourtant pleine de qualités végète dans un silence, ses efforts combattus si ce n'est annihilés par ceux-là mêmes qui devraient les encenser. C'est la triste histoire de ces héros du quotidien, logés dans la maison d'à côté, ces esprits vifs et ces mains habiles, bons pour le service, mais qui ne sont toujours pas exploités au meilleur de leur potentiel. Son nom à lui est à lui seul une signature, une référence dans le monde élevé de l'intellect, présent sur la liste sélecte de ceux qui croient et qui créent. Sa Majesté Meyon Bisolé Jean-Claude, à l'âme à l'invention depuis sa tendre enfance. Le jeune garçon touche à tout et séduit son entourage par la vivacité de son imagination et sa capacité à rendre visibles et matérielles ses pensées. Disons que la toute première invention que j'ai faite, je crois que j'avais 11 ans, 12 ans par là, c'était un projecteur d'images. Si c'est plaisir pour les yeux de ses copains de jeu, l'invention du jeune prodige va sortir du garage familial pour des hôtels plus adéquats. Et cette invention m'a permis de gagner le tout premier prix Amadou Ahidjo. C'était dans les années 68-69. Parce que l'ex-président Amadou Ahidjo avait organisé un prix qui récompensait de temps en temps les scientifiques, les littéraires, les artistes, etc. etc. Donc cette année-là, le prix devait être récompensé. C'était d'ailleurs le tout premier prix. Il s'adressait donc à tous ceux qui avaient fait des inventions. Alors, et même sur le plan artistique aussi, disons, le prix avait été ouvert à tout le monde, et à toutes les branches cette année-là, parce que c'était un prix d'ouverture. Alors donc, je me rappelle que je m'étais présenté, j'étais au cours moyenne 2, et à l'issue donc de ce prix-là, j'ai donc été primé, comme le tout premier de ce prix. Et je me souviens que le deuxième, c'était Boletin. Et Boletin qui était ce grand musicien que j'avais connu. En même temps aussi bon artiste, sculpteur. Il avait sculpté une table en forme du Cameroun. Donc, ce qui lui avait valu donc d'être le deuxième à ce prix-là. Moi, j'avais été le tout premier et Boletin le second. Le mérite prime et s'impose. Mais malgré la reconnaissance, l'inventeur expérimente sa première désillusion. Dans les années 68-69, mais l'invention existait déjà peut-être un an avant, donc je devais avoir 11 ans lorsque j'avais inventé cet appareil-là. Donc j'ai gagné le prix, mais malheureusement, j'avais été aussi bel et bien roulé parce que comme montant de ce prix, je n'ai reçu que 1100 francs. 1100 francs. Et ce prix m'a été décerné dans la cour de récréation de mon école. À ce moment-là, j'étais à l'école principale de Neubel-Vassa, c'est comme ça que ça s'appelait, l'école principale de Neubel-Vassa. Donc, au lieu de me primer devant tout le monde solennellement,
cette séance-là se déroulait à l'époque à la sous-préfecture de Nebel, le 2e arrondissement. Donc c'était là où l'exposition s'était faite et c'était là où les résultats avaient été proclamés de manière solennelle. Alors moi, au lieu donc de me donner mon résultat devant tout le monde, les organisateurs sont venus me donner mon prix à l'école pendant la récréation. On nous a alignés et puis directement on dit voilà, celui qui a gagné le premier prix Amadou Ahidjo, il vient de cette école, il s'agit de M. Moyon Bisolé. J'ai reçu 1100 francs en pièces de 25 francs, de 10 francs, de 5 francs. Tout ça dans un mouchoir. Vous comprenez que Bolotin qui était second ne pouvait pas avoir 500 francs quand même. Donc c'est dire tout simplement que je crois qu'on m'a roulé. Et pourquoi m'avoir donné ce prix-là à l'école au lieu de me le donner solennellement devant tout le monde, devant Bolotin? Donc il y a quelques Yankees sous roche, vous comprenez ce que je dis? Yankees sous roche. On ne peut pas dire qu'un gagnant d'un prix organisé par un président de la République, on lui donne 1100 francs. On avait donné 100 francs parce qu'il y avait 3 candidats de mon école. Donc parce que tout simplement nous avions été candidats, on avait remis 100 francs à chacun. Et maintenant le gagnant c'était moi, on m'a remis 1000 francs en plus. Donc ça fait 1100 francs. Donc voilà ma toute première invention, c'était ça, un projecteur d'image. Il en faudra tout de même un peu plus pour assécher la passion créatrice du jeune Moyon qui retourne à son atelier. La prochaine invention est une révolution d'un genre nouveau, suffisante pour lui ouvrir les portes de l'Occident. Ce projecteur d'image, je crois, j'ai inventé un appareil qui permet de vous renseigner quand il y a marée montante ou quand il y a marée descendante. C'est-à-dire comme nous habitions la cité des douanes à l'époque, j'allais pêcher avec mes petits amis au Voury. À ce moment-là, là où il y a le marché des fleurs, là derrière, là où il y a cet axe lourd-là, c'était le Voury, tout ça c'était le Voury. Donc nous allions donc pêcher, mais il arrivait des moments où, quand nous étions là, nous découvrions que l'eau était partie complètement. On ne pouvait donc pas pêcher. Et bon, il y avait des moments quand on arrivait, il y avait de l'eau, il y avait la marée montante, et là on pouvait pêcher. Alors je m'étais dit à cette époque, comment faire donc étant à la maison pour savoir quand il y a de l'eau ou quand il n'y a pas de l'eau. Donc ma deuxième invention, cela était donc cet appareil qui me permettait de savoir quand il y a marée montante ou quand il y a marée descendante. Et grâce à cette invention même, je me rappelle à l'époque, les hauts cadres de la météo, à l'époque à Segna, s'étaient rendus à la maison pour venir apprécier cette invention. Et à cette occasion-là, il m'avait été proposé une bourse pour la Russie. Là, j'avais, je crois, 13 ans, 14 ans. Une bourse pour la Russie. Mon père avait déjà, d'ailleurs, donné son accord. Mais c'est après, 1 ou 2 jours après, qu'il s'est rétracté parce que ses amis douaniers lui avaient dit « Mais si tu laisses ton enfant aller chez les Russes, tu ne vas plus jamais le revoir. » Donc ça avait découragé mon père. Et à la fin, il a désisté. Il a dit qu'il ne laissait pas partir son enfant en Russie. Sinon, je serais parti en Russie dès l'âge de 14 ans. 14 ans. Donc ça, c'est la deuxième invention. La tête tournée vers l'avant, il enchaîne Kosciuszko à un rythme effréné. Le cerveau carbure à la passion et nourrit cette âme insatiable de nouveautés, les unes plus utiles que les autres. Après cette invention, j'ai mis au point une sonnerie électrique. Après cette sonnerie électrique, j'ai décidé de fabriquer un robot. Bon, mais le robot avait été fabriqué à la dernière minute. Je m'étais rendu compte que je n'avais pas encore inventé le moteur. Donc, le robot était là, mais sans moteur. J'ai donc dû abandonner cela. Mais cela m'a donc mis sur la piste de la recherche d'un moteur qui devra fonctionner sans carburant, sans électricité. Et là, maintenant, en ce moment, je suis en train d'approfondir ces recherches. J'ai même pratiquement terminé. On va mettre au point un moteur qui pourra fonctionner sans électricité, sans consommer le carburant. Ça sera un moteur qui pourra tourner sans carburant. Comment? Ah ouais, justement, c'est là le secret. On va pouvoir utiliser des forces qui, en fait, ne sont pas encore exploitées dans le cadre de l'utilisation des forces pouvant produire des mouvements.
Mais ces forces ont déjà été localisées. Je sais déjà comment les exploiter pour cela. Ça va être révolutionnaire, non seulement pour l'environnement, parce qu'il ne va pas polluer, mais en plus de cela, vous savez, le coût du carburant, il grimpe. Alors là, à partir du moment où vous n'aurez plus de carburant acheté, ça sera terminé. Ça va être une économie éternelle. Et en plus de ça, pas de pollution. Donc on gagnera beaucoup en ayant ce moteur-là. Donc, et après donc ça, j'ai donc mis au point un système à brouiller les ondes radiophoniques. Là, je crois que je devais avoir 14 ans, 15 ans. Un système qui, lorsque je le mets en marche, je décide par exemple de brouiller les ondes radiophoniques dans un quartier, que personne ne suit les informations radiophoniques, et bien je mets mon appareil en marche. Je varie le rayon. Si je veux 500 mètres, si je veux 1000 mètres, à la ronde, que personne ne suive. Hein. Alors vous mettez vos postes radio en marche, vous n'avez que des brouillard, aucune émission ne passe. Donc ça, c'est un appareil que j'ai inventé, je crois, j'avais 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Donc un brouilleur d'ondes radiophoniques. Et ensuite, après ce brouilleur d'ondes radiophoniques, j'ai inventé un système à télécommander. C'est-à-dire que je pouvais faire partir un train de Douala à une certaine gare sans conducteur. Je pouvais mettre en marche des appareils qui fonctionnent au courant à distance sans qu'il y ait de fil. Je pouvais par exemple dire que je vais mettre en marche tous les ventilateurs de mes voisins dans le quartier, oui, à partir de chez moi. Mais quand même, je mettais un dispositif d'abord autour de ces ventilateurs-là. Et après, donc, je mettais en marche mon appareil. Même si vous étiez de côté, c'est fini, votre ventilateur se met à tourner. Donc ça, c'est un système, c'est des systèmes à télécommander. Donc aujourd'hui, quand les gens font avec la télécommande, moi, je l'avais déjà découverte, j'avais 15 ans. J'avais déjà mis au point un système à télécommander, ça fait 15 ans. J'avais 15 ans. Donc là, et après ça, je vais donc inventer une branche en mathématiques que j'ai appelée la géoalgèbre. La géoalgèbre, c'est la résolution des équations algébriques en utilisant des connaissances de la géométrie euclidienne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai découvert qu'en faisant des constructions géométriques, par exemple, vous prenez un triangle, vous allez inscrire un cercle dans ce triangle, ou alors vous prenez un triangle, vous allez inscrire un cercle, et puis vous allez inscrire un triangle dans le cercle, ou alors faire une combinaison, par exemple, d'un trapèze et d'un cercle, un demi-cercle, etc. En faisant ces combinaisons, vous résolvez des équations sans le savoir. Alors donc, je me suis attardé, je me suis dit, bon, il faudrait donc que je puisse mettre au point un moyen de résoudre des équations algébriques en passant par des constructions. Vous comprenez un peu? Donc moi je construis, vous me donnez l'équation par exemple du second degré, eh bien je vois une équation du second degré correspond à la combinaison de telle figure. Vous comprenez un peu? Je résous ça et puis je vous dis, les solutions c'est ça. Vous me donnez l'équation du troisième degré, je sais que ça va correspondre par exemple à par exemple un cercle et un carré, et auquel il faudra joindre par exemple un trapèze, etc. Je construis, je vous donne directement, je dis les solutions de votre équation du troisième degré, c'est ça et ça. Vous me donnez un système de plusieurs équations, plusieurs inconnues, je sais que ça va correspondre à telle ligne droite plus un trapèze, etc. C'est terminé, je vous dis les solutions de votre équation, c'est ça. Donc avec ma branche en mathématiques, vous n'avez pas besoin de maîtriser l'algèbre. Vous n'avez pas besoin de maîtriser l'algèbre. Vous maîtrisez la géométrie, mais vous résolvez des équations algébriques. Donc j'ai donc appelé cette branche en mathématiques la géoalgèbre. Et j'ai donc inventé deux appareils qui permettent donc de résoudre des équations algébriques en utilisant mes procédés de géoalgèbre. Et ça marche. Eh bien, parfaitement. J'ai donc inventé ces appareils, le MB1 et le MB2. Le MB1, comme mon nom c'est Meillon Bisolé, donc le M et puis Bisolé B. Donc Meillon Bisolé MB, le premier appareil 1, le deuxième MB2. Le temps passe, l'œuvre se bonifie, devenant plus mature, plus complexe. Le monde d'alors ne le connaît pas encore, mais une fois de plus, la qualité de ses inventions forcera l'admiration locale
et le jeune inventeur est à nouveau porté au nu. Sa production le mène dans des salons privilégiés. C'est à l'une de ces occasions particulières qu'il présentera l'ensemble des œuvres de son esprit. Ces nouvelles inventions, je les présenterai donc au lycée technique, quand j'étais au lycée technique. À ce moment-là, c'était en 1975, le président Amadou Ahidjo va organiser un congrès de son parti, le congrès de l'UNC. Et là, c'était l'occasion de l'inauguration de la maison du parti de Bounandja. La maison du parti de Bounandja a été inaugurée en 1975. Et ceux qui ont exposé pour cette ouverture-là, c'est moi, avec d'autres personnes. Donc aujourd'hui, quand vous voyez la maison du parti de Bounandja, les exposants ayant fait partie du groupe de personnes et qui avaient exposé à l'occasion de cette ouverture, eh bien, je fais partie de ceux-là. Nous avions exposé au lycée Dios, le Douala. Donc non pas devant le président, c'était le congrès de la maturité a duré un certain nombre de jours. Mais avant même le congrès, il y avait donc des manifestations, parmi lesquelles cette exposition-là, qui avait duré 2 semaines. Donc quand le président arrive, il est arrivé une seule fois pour inaugurer la maison du parti. Mais par contre, l'exposition s'était tenue pendant 2 semaines avant. Et là, moi, j'étais... Comment ? Voilà, de la maison du parti de Bounandja. C'est ça. Et donc là, j'étais en classe de terminale. J'étais en terminale E, moi j'ai fait les mathématiques, maths techniques. Donc à ce moment, donc là, je vais donc inventer donc ces appareils-là et cette branche en mathématiques. Et cela m'a coûté très cher parce que moi j'avais été second au probatoire E ici au Cameroun, j'étais second. Et maintenant quand je vais en terminale, on me déstabilise parce que cette exposition, ce congrès a eu lieu en début d'année scolaire. Et donc moi je vais donc représenter le lycée technique parce que le lycée technique était l'un des établissements qui avait été retenu pour participer à cette exposition-là. Et le lycée technique n'ayant rien à exposer, le directeur du lycée technique qui avait été mon professeur de mathématiques, M. Boumamos à l'époque, me dit donc qu'il savait que j'avais fait des inventions parce qu'il avait été mon professeur de mathématiques en seconde et à qui j'avais présenté donc ces inventions, notamment ces découvertes en mathématiques. Alors boum, devenu donc directeur du lycée technique, quand cette occasion va se présenter, il est demandé au lycée technique de Douala de présenter donc des œuvres. Malheureusement, le lycée technique n'avait rien. Alors le directeur va se souvenir que son élève de classe seconde, M. Meillon, lui avait présenté des inventions et il va donc me faire partir de ma classe en terminale. Et il me reçoit dans son bureau avec cette délégation venue de Yaoundé dans le cadre de ce congrès de la maturité. Et voilà, on me dit, voilà, jeune homme, tu vas donc représenter cette technique. C'est très important parce que le président a organisé une exposition pour animer le congrès de la maturité. Donc toi, tu représenteras le lycée technique. Et je leur dis, mais nous sommes en début de l'année scolaire. Et là... Fort malheureusement, l'histoire se répète et elle est amère pour l'inventeur. Ses œuvres reçoivent l'adoubement qu'elles méritent, mais rien ne suit. Du moins, pas grand-chose. Les promesses faites jamais ne se réalisent, au grand désarroi du jeune homme. Et ce n'est pas le pire, car son investissement lui coûte en ressources et en temps. Du temps qui s'en va et qui ne revient pas. Et je leur dis, mais nous sommes en début de l'année scolaire. Et la E, c'est pas la C. Parce que la E, c'est bien plus difficile que la C. Alors, donc quand vous allez, je vais prendre 1 semaine, ça, comment est-ce que je vais me rattraper? Vous encore 2 semaines, ils m'ont dit, jeune homme, t'inquiète pas, on verra, on tiendra compte de ça quand tu as fait ton baccalauréat, on se souviendra de toi. Ils ne se sont jamais souvenus de moi. Ils m'ont fait rater le bac correctement. Ça m'a déstabilisé parce que des années après, pour que je puisse retrouver le rythme de croisière que j'avais, c'était très difficile. C'est ça qui m'a fait rater le bac un certain nombre de fois, parce que je ne me retrouvais plus. Ayant été 2e au probatoire, dans tout le Cameroun, on m'a déstabilisé, je ne me retrouvais plus. J'avais l'impression de tout comprendre, mais en fait, j'avais des lacunes. J'avais des grosses lacunes. Et c'est pour ça que
Ce n'est que des années après. Ce n'est que des années après que je me dis, bon, mais en fait, je suis scientifique. En fait, la langue même la plus utilisée en sciences, c'est l'anglais. Je vais donc me mettre à apprendre l'anglais tout seul. Tout seul. Et je vais me présenter au baccalauréat anglo-saxon, en mathématiques et en French. Je le raterai d'abord, je crois, 3-4 fois aussi, parce que je ne comprenais rien. Voyons, francophone qui va faire le baccalauréat anglo-saxon. Vraiment. Mais Dieu va m'aider, je finis par l'avoir. J'ai donc d'ailleurs été de la dernière promotion des Camerounais à passer le baccalauréat londonien. Parce qu'avant, Londres organisait les épreuves de baccalauréat dans toutes ces colonies. Les épreuves étaient les mêmes au Nigeria, au Ghana, au Cameroun, partout. C'était les mêmes épreuves. Alors donc, mais ces pays-là payaient dans le cadre de l'organisation de ces examens chez eux. Donc, à un moment donné, le Cameroun ne payait plus. Et donc, la toute dernière année que Londres a eu à composer des épreuves pour le Cameroun, c'était en 1993. Et donc, c'est à cette année-là que je vais passer dans le bac londonien. Donc, moi, j'ai un probatoire francophone, mais un baccalauréat anglo-saxon. Moi, je suis de la dernière promotion des Camerounais qui est passé le bac de Londres. À 360 degrés. Oui, vraiment, parce qu'un francophone qui part de sa francophonie pour se retrouver dans le Commonwealth, pas évident. Lorsqu'il faut partir du français à l'anglais, c'est pas évident. Et surtout en matière scientifique. Parce que là-bas, chez eux, quand ils te disent, par exemple, moi j'ai passé le baccalauréat anglo-saxon, ce qu'ils appellent le GC Advanced Level, en mathématiques. Mais quand on te dit maths chez eux, c'est mathématiques et physique. C'est-à-dire que chez les anglo-saxons, quand on te dit, quand on dit mathématiques, c'est les maths, il n'y a pas de physique. Vous comprenez un peu? Eux, les anglo-saxons appellent nos mathématiques pure maths, c'est-à-dire mathématiques pures. Bon, ils ont maintenant le maths, tout simplement. Quand tu apprends maths, c'est maths physique. Ils ont aussi le foreign maths. Donc, eux, chez eux, ils différencient les mathématiques. Donc, ce que nous appelons maths chez eux, c'est pure maths. Maintenant, quand tu entends maths, c'est mathématiques physique. Donc, moi, je passe donc le GC Advanced Level en mathématiques physique et en French. Et quand ils disent French, c'est français, littérature, anglais. Donc, eux, une seule matière chez eux peut faire 2-3 matières chez nous. C'est comme ça. Oh, c'est maintenant. Pour le passé, c'est pas évident. Donc, voilà, donc, je vais donc avoir des problèmes au baccalauréat à cause de ces inventions que je vais présenter en 1975. Et cela va donc me créer des problèmes de déstabilisation. Mais Dieu heureusement, en 1993, je vais donc passer le baccalauréat anglo-saxon, le GC Advanced Level, en mathématiques et en French. Et mon diplôme, je ne l'ai même pas encore retiré, il est encore au bouillard. Jubilatoire, il a bien mérité. Lui qui allait chercher au plus profond de ses entrailles le nécessaire pour cette nouvelle naissance. Le petit garçon est à présent un homme. Les péripéties de la vie lui ont forgé un caractère de vainqueur. Quant à sa trajectoire, elle n'a pas changé. Visionnaire jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des cheveux, il a dorénavant matière à donner vie à des créations révolutionnaires, bénéfiques à son pays, en avance sur son temps. Son pays justement le retrouve à la fin de son parcours scolaire. Comme jusqu'ici dans son histoire, c'est bien son génie créateur qui lui ouvrira les portes. Sauf qu'après avoir appris de ses erreurs passées, la nouvelle démarche est plus sage. Mais malgré toutes ces précautions, rien n'y fait. L'amertume et la déception sont encore au rendez-vous. Et un jour comme ça, dans un Cameroun Tribune, je vois M. Moyoron convoquer le ministère de l'Information et de la Culture, tant dans le cadre du prix Mohamed Oejo. Quand je me rends compte, on me dit, jeune homme, va retirer tes œuvres. À l'ONARES, et puis comme ça, viens d'abord te présenter au prix Mohamed Oejo. Certainement, tu vas le gagner et l'État va donc t'aider à breveter tes œuvres. Je vais donc retirer mes œuvres. Le jury, je passe devant un jury pendant 2 semaines. Moi, je présente donc ma branche en mathématiques, les 2 appareils qui y vont avec. Je présente le brouilleur d'onde, un système à télécommander, 5 œuvres. Donc, j'étais parti gagnant. Nous attendons donc les résultats du prix. 1 an après, je me rends à Yaoundé pour leur dire, mais ça fait long, cette attente-là. Et on me dit, mais jeune homme, tu n'es pas au courant que le prix était annulé?
Ah bon? Mais remettez-moi donc mes œuvres. On me dit, mais il faut écrire pour qu'on te remette tes œuvres. Il faut écrire parce qu'il se pourrait que le président de la République a demandé à voir tes œuvres. Donc c'est pour ça que tes œuvres se trouvent à la présidence. Sans l'aval de l'inventeur. Va donc écrire au ministre et lui demande-lui de te remettre tes œuvres. Ce que je vais faire. Quelque temps après, on m'écrit pour me dire, viens, on a retrouvé tes œuvres. Je vais à Yaoundé, et rien, jusqu'aujourd'hui. 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 Nous étions en 78. 78, imaginez-vous, 78, 88, 98, 2008, 2018. Donc nous sommes à plus de 40 ans. Et quelques temps après, on découvre que mes œuvres sont en Suisse. On gagnait un prix au Salon d'invention de Genève. La même année, en 78, c'est moi-même qui découvre. En 78, je vais chez un ami, je découvre un Science et Vie, posé sur la table, un journal, Science et Vie. Je lui dis, mais le titre là m'intéresse, les Américains fabriquent les microbes. Ah, j'aimerais bien savoir comment les Américains fabriquent les microbes. Il me prête son Science et Vie. À ce moment-là, j'étais en train de faire une autre invention. Je dépose donc le Science et Vie sur la table, mon père arrive, il me dit, mais le titre là, il est intéressant, tu peux me permettre de lire? Je dis oui. Quand il emporte le journal dans sa chambre, je vous dis 10 minutes après, mon père m'appelle, viens voir, viens voir. Quand j'arrive, il me dit, voici les photos de tes œuvres que nous savons être à Yaoundé. À Yaoundé. Mais elles viennent de gagner un prix au Salon d'invention de Genève. Je reconnais mes œuvres. Qui a donc inventé, on dit, un groupe d'ingénieurs de l'usine Technor? C'est plus moi. Et le malheur, c'est qu'elles n'ont pas été brevetées. Elles n'ont pas été brevetées. Elles n'ont pas été brevetées. Je vais donc porter plainte à l'État. Et le procès va durer un certain nombre de temps. C'est la goutte d'eau de trop. Il faut passer à l'offensive pour arrêter la saignée. S'ouvre alors un interminable calvaire judiciaire. Le chemin de la justice sera long et harassant. L'État va prendre pour avocat le professeur Camteau Maurice, contre moi. Camteau Maurice, que vous connaissez. Ah mais oui, Camteau Maurice, c'est lui l'avocat de l'État contre moi, dans cette affaire-là. J'ai déposé ma plainte, je crois, dans les années 2000, dans les années 2000, je crois, dans les années 2000. Dans les années 2000 quelque chose, je crois. Donc, voilà, le professeur Camteau Maurice va me déclarer forclos en disant, voilà, j'avais tant de nombre de jours, de mois, mais j'ai dépassé cette période de quelques 5-4 jours. C'est pour ça que je dois être forclos. En réalité, le professeur Camteau Maurice s'est trompé. En droit, ce qui compte, ce ne sont pas les dates d'écrit, ce sont les dates de dépôt. Quand tu as un courrier, c'est quand tu le déposes qu'on commence à faire le décompte des jours. Et lui, professeur de droit, devait le savoir. Mais il a plutôt tenu compte des dates d'écrit, voilà le 22 juin, etc. Au lieu de voir, j'ai déposé ce courrier quand. Donc, je n'étais pas forclos. Et donc, quand je réponds donc au professeur Camteau Maurice, mon dossier va disparaître. Jusqu'aujourd'hui, mon dossier a disparu. Quand Camteau Maurice s'est rendu compte que vraiment nous avions raison, je ne sais pas ce qui s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, mon dossier a disparu de la Cour suprême. Vous vous imaginez un peu un dossier qui disparaît de la Cour suprême du Cameroun, d'un pays, et ayant pour avocat qui Camteau Maurice, le professeur. Alors donc, là maintenant, cette affaire elle suit son cours. Le dossier a disparu. J'ai écrit, même à la présidence, j'ai écrit au Premier ministre, j'ai écrit à l'Assemblée, j'ai écrit à tout le monde, pour que l'on sache que ce que je vis est une injustice criable. On ne peut pas me dire que la plus haute juridiction du pays soit la perte de dossier. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ce n'est pas sa fonction là. Alors, donc, entre-temps, donc, je mets donc au point, j'étais en train d'inventer une machine à calculer. Quand je perds mes œuvres là, j'étais en train d'inventer une machine à calculer. Irréductible, le génie reste actif. Œuvre perdue, pour ne pas dire volée, il se met en devoir d'inventer de nouvelles. Rien ne change.
elles sont toujours aussi uniques en leur genre. J'étais en train d'inventer une machine à calculer, j'ai fini de l'inventer. C'est la seule machine mécanique au monde qui puisse faire les 4 opérations, addition, soustraction, multiplication et division, avec la possibilité de changer de base. Je peux travailler en une base comme dans l'autre. Je peux travailler en binaire, en octet, en base 10, base 6, base 7, etc. Je change mécaniquement les bases. Moi, je suis informaticien de profession. L'ordinateur peut encore faire cela, mais il n'existe pour le moment aucune machine mécanique au monde qui puisse faire le changement de base mathématique. Mais moi, j'ai trouvé comment le faire. Ma machine à calculer, elle le fait. Et d'ailleurs, j'ai encore cette machine à calculer dans la maison. Puisque quand mon père se rend compte que je termine là une autre invention, il me dit, bon, écoute, fiston, au lieu encore de passer directement par l'ONARES, j'ai un ami qui est le secrétaire particulier du Premier ministre Yaoundé, et le Premier ministre était Paul Biya à l'époque. Va donc voir ce secrétaire, il va te permettre de rencontrer le président, le ministre à l'époque, le Premier ministre, et comme ça, il pourra t'aider. Je vais donc voir ce secrétaire particulier du Premier ministre, qui était donc Paul Biya, et Paul Biya était là, dans son bureau. Son secrétaire, je lui explique comment est-ce que ça fonctionne. Il est émerveillé. Et il va présenter mon œuvre à Paul Biya. Et après, je crois, un quart d'heure, il revient, il me dit, le Premier ministre était très, très surpris, agréablement surpris par ton invention. Et il t'a demandé de repasser donc le lendemain. Il t'enverra rencontrer quelqu'un pour que, comme tu demandes, que l'État t'aide à protéger ton œuvre, il va t'envoyer quelque part. Le matin, le lendemain, quand je reviens, son Excellence Paul Biya m'avait laissé sa carte de visite, où il était écrit, le Premier ministre. Il ne mettait pas son nom, c'était le Premier ministre. Et donc derrière, au verso, il m'avait recommandé à un professeur de mathématiques, Bébé Ndjo, qui était professeur de mathématiques à l'université de Yaoundé, et en même temps directeur de l'Institut, je crois, de la culture, quelque chose comme ça. Je vais donc rencontrer ce professeur de mathématiques qui lui-même est émerveillé par cette invention. Il m'amène donc à l'ONARES. Et à l'ONARES, donc, c'était à Nomangou que vous avez connu. Le professeur en Nomangou, qui était directeur de l'ONARES. C'est l'ONARES qui a fini par devenir le ministère de la Recherche scientifique et technique. L'ONARES, c'était Office national de la recherche scientifique et technique. C'est ça qui a été transformé en ministère de la Recherche scientifique et technique. Alors, le directeur de l'ONARES, c'était à Nomangou, qui lui-même donc apprécie l'invention, mais au bout d'un certain temps, il me dit, voilà, elle est assez lente, il faut la motoriser. Et le professeur de Bébé Ndjo et moi, nous lui disons, mais non, le but n'est pas d'aller vite avec cette machine. Elle a un caractère didactique, c'est pour les élèves, pour qu'ils comprennent les mécanismes qui existent, les liens qui existent entre la mécanique et la théorie et la pratique. C'est-à-dire que théoriquement, on va te dire, j'emprunte une dizaine, je retiens, tout ça c'est théorique. Là, la machine, tu verras comment est-ce que la machine emprunte une dizaine, comment est-ce qu'elle retient un, etc. Donc cela va permettre que les élèves comprennent mieux les leçons de mathématiques. Donc voilà, le directeur de l'ONARES, c'est Nomangou. Bon, il s'est dit, bon voilà, moi j'ai ma position, il y a encore des imperfections. Bon, on va écrire au Premier ministre pour voir si, après mon rapport, il va être favorable à la protection de votre invention. Alors, jusque-là, on a attendu des années. On n'a jamais plus entendu quoi que ce soit. Voilà résumé en quelques traits l'histoire d'un homme qui s'est positionné du côté de la solution. Un qui en a toujours fait partie. Non pour lui-même, mais pour un idéal bien au-delà des aspirations égoïstes qui semblent régir l'ensemble des actions de l'homme. Sa terre n'a pas été ce terreau fertile où auraient pu germer les doux fruits du progrès et du développement. Au contraire, d'expérience malheureuse en mésaventure, il est allé contre vents et marées pour apporter sa pierre à l'édifice de choix, rêvé par ceux qui se réclament véritablement d'ici. La suite de l'histoire le grave un peu plus dans la pierre, car loin des projecteurs, désabusé, il reste actif dans sa marche évolutive en faveur du bien-être. Ses prochaines recherches le prouvent à suffire, celles-là réalisées dans le domaine de la médecine. Non, j'ai fait plusieurs autres inventions.
notamment dans le domaine médicinal. J'ai mis au point des molécules qui détruisent l'hépatite B, l'hépatite C, le HIV, plusieurs maladies virales. Là, maintenant, il s'est avéré que ces mêmes molécules détruisent le virus du Covid. Donc, c'est pour ça que vous avez vu, j'ai mené une étude qui a duré 4 mois et demi, sur 250 personnes. Depuis le mois d'avril, je crois, 2020, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons perdu qu'une personne. Les gens partent des centres hospitaliers qui sont réservés pour le traitement du Covid pour venir ici lorsqu'ils ont des difficultés respiratoires. Nous allons récupérer tout le monde. Donc ces molécules sont vraiment efficaces contre la Covid. Et alors là, maintenant, le traitement de la Covid, nous avons 2 versions. Nous avons une version préventive et une version curative. C'est-à-dire qu'on peut amener les gens à utiliser la version préventive et annuler complètement le Covid dans un pays. Mais néanmoins, maintenant, lorsque le virus traverse déjà les barrières de l'organisme, j'ai donc la version curative qui est une injection intraveineuse. On récupère tout le monde. Tout est là, précieusement conservé. Des lignes interminables de savoir, d'expérience, d'expérimentation, des noms, des cas, des vies sauvées. Tout est là, prêt à l'usage, suffisamment macéré dans la compétence pour avoir sa place parmi les plus grands. Le problème n'a donc jamais été le manque de ressources, de cerveau ou de mains habiles. Je suis très sensible à ce genre de choses. Je crois que le gros problème que nous avons ici, c'est cette communication. Je crois on dirait qu'il y a un manque d'intérêt pour la chose scientifique. Plusieurs personnes n'y trouvent pas d'intérêt et ne jugent pas nécessaire de laisser passer les matières scientifiques jusqu'au président de la République. Je crois que si jamais cette communication se faisait de manière assez fluide, le chef de l'État aurait permis, parce que c'est lui qui parle de solutions endogènes. C'est lui. Les solutions endogènes voudraient dire des solutions camerounaises. Mais maintenant, ceux qui ont charge donc de mettre en place des dispositifs, des organes qui pourraient pouvoir permettre d'apprécier les solutions endogènes, il n'y a rien. Vous voulez que ce soit encore le chef de l'État qui lui a déjà dit j'encourage les solutions endogènes, que ce soit lui qui vienne encore voir comment ça va être créé, qui va mettre en place, etc. Mais ici, maintenant, le conseil scientifique, c'est son devoir maintenant. Ce sont ses responsabilités d'aider les chefs d'État, d'épauler les chefs d'État. C'est du domaine scientifique, le conseil scientifique peut s'asseoir et dire il faut bien créer un organisme qui puisse avoir la responsabilité d'apprécier, la responsabilité d'appréciation des œuvres des Camerounais. Et maintenant, celles qui vont être jugées importantes, qu'elles traversent la barrière, qu'elles soient protégées, et puis qu'on puisse penser à la vulgarisation. Vous savez, les autres pays, ils sont nationalistes, hein? C'est-à-dire qu'ils privilégient leurs inventions et encouragent leurs inventeurs. Mais chez nous, c'est la consommation à outrance venant d'ailleurs, des produits venant d'ailleurs. Le départ pour l'Afrique, et pour le Cameroun en particulier, n'a pas été des plus encourageants. La philosophie imposée ou héritée du colonisateur nous a confinés dans des carcans réducteurs qui gèlent toute idée d'entreprise. Dit, vous ne résolvez aucun problème, ce sont les autres qui résolvent les problèmes, eh bien vous utilisez les solutions qui viennent d'ailleurs. C'est comme ça qu'on nous a formatés. On nous a formatés ainsi. C'est pour ça que vous verrez les Camerounais brillants comme ils sont, très intelligents. Vous allez voir des professeurs, on en a plusieurs. Mais aucun n'invente pas, aucun invente. Il n'y a pas de grandes inventions. On va vous faire des rapports, on va vous faire des mémoires, on va vous faire des thèses, mais qui en fait, sur le plan rationnel, n'apportent pas grand-chose au pays. N'interviennent pas vraiment dans le développement du pays. Tu vas mettre ces thèses dans quel circuit de développement? Pas évident. Ça reste tout simplement académique. Alors qu'il faut pouvoir avoir des gens qui inventent, qui résolvent des problèmes. Donc, le Camerounais, beaucoup plus généralement l'Africain, a été formaté pour qu'il aille à l'école, pour qu'il trouve du travail, après avoir eu des diplômes, qui crée une famille, qui fonde une famille, et qui est en retraite, on n'en parle plus. Quelque temps après, dans un cimetière, c'est terminé. Il avait été. Et il a fait quoi? Rien du tout. Allez parcourir les cimetières, là, tu ne verras pas qu'il a inventé telle chose. Rien, on va te dire né en tel, mort en tel. C'est point, c'est tout. Donc, il faut pouvoir changer la donne. Nos universités
eh bien, elles servent à quoi? Tout n'est pas perdu pour autant. De plus, à cet objectif de changement de trajectoire, on a en plus de la méthodologie où commencer. Des institutions qui pourraient avoir pour responsabilité d'encourager des inventeurs, d'encourager l'inventivité, la créativité. C'est quand le président parle de l'émergence en 2035, cette émergence va se faire comment? Va-t-elle se faire sur la base des solutions des autres? C'est-à-dire que nous allons continuer à rester toujours d'éternelles caisses de résonance. Vous avez vu ce qui se passe au Cameroun? On a dit, on a le Covid. Oh, il y a le Covid. On nous dit, mettez le masque. Tout le monde met le masque. Lavez les mains, ceci. Enfin, on fait exactement ce qu'ils disent. Après, à un moment donné, on nous dit, c'est la chloroquine qui est le médicament. Tout le monde se lance dans la chloroquine. Quelque temps après, on dit, la chloroquine est plus efficace. Oh, le Cameroun arrête. Mais dis donc. Maintenant, on dit, ce sont les vaccins. Tout le monde est dans les vaccins. On nous a suivi des conférences partout, les vaccins. Maintenant, on nous dit, on va vous faire 2 doses. Nous, on vient de lire là, à la télévision, que le Pfizer est en train de demander l'autorisation d'une 3e dose. Alors, le Cameroun va aussi dire, c'est plus de doses, c'est 3. Mais est-ce qu'on va être éternellement des suivistes? Nous allons être d'éternels suivistes? Suivistes. Nous ne résolvons aucun problème. Quels sont les problèmes? Sur le plan de la santé, on a la HIV. Les Camerounais doivent trouver des solutions. On a l'hépatite B, on a l'hépatite C. C'est des problèmes, c'est des maladies, si vous voulez, qui font partie de la médecine publique. C'est des problèmes qui font partie de la médecine publique. Le sida, l'hépatite B, l'hépatite C, les cancers. Quel est l'apport des Camerounais? Voilà des problèmes qui se posent pour l'humanité. Vous allez prendre maintenant le domaine environnemental. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'énergie propre. Ok? On parle de l'énergie propre. Au Cameroun, qui invente quoi? Nous voulons tous partir des moteurs à combustion. On parle maintenant de moteurs électriques. Mais est-ce que c'est la seule solution, les moteurs électriques? Il y en a plusieurs autres. Que fait le Camerounais dans tout ça? Sur le plan médicinal, il n'est pas là. Sur le plan de la recherche d'environnement, il n'est nulle part. Le Camerounais est plein dans la politique. Tout le monde veut gérer, mais sans avoir apporté quelque chose. Pourtant, il est écrit, et je me rappelle, c'est John Kennedy, un président américain qui l'avait dit, avant de demander à ton pays, qu'est-ce que ton pays a fait pour toi? Demande-toi d'abord qu'est-ce que tu as fait à ton pays. Chez nous, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que le pays fait pour nous? Qu'est-ce que le pays fait pour moi? Mais toi, tu as fait quoi? Voilà les problèmes que connaît ton pays. Tu as résolu quel problème? Tout le monde fait la politique. Et tu sais que ce n'est pas parce que tu vas être président que tu vas inventer un médicament contre HIV. Ce n'est pas parce que tu vas être président que tu vas inventer un médicament contre le Covid. Ce sont les problèmes que rencontre ta nation. Tu dois apporter des solutions à ça. Nous sommes à la croisée des chemins. Jusqu'ici, nous avons été des spectateurs passifs de notre propre histoire, nous contentons de la lire ou au meilleur des cas de l'écrire. Le temps de l'observation passive est révolu. Il nous faudra faire notre histoire, la faire ou périr. Au rendez-vous de la survie, seuls ceux qui auront des solutions à proposer pourront être admis. Les autres